Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle entretien avec un homme qui valse à la fois entre la science et la politique. Donc, vous aurez compris aussi que c'est un homme qui réfléchit, mais c'est aussi un homme d'action. Je veux nommer le professeur Hamidou Dat, qui nous reçoit ici aujourd'hui à l'UCAD. Professeur Hamidou Dat, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Je vous remercie pour cette invitation. Et vous me permettrez seulement, à l'ouverture, de présenter mes condoléances, de vous présenter mes condoléances à l'occasion du rappel à Dieu du père de votre directeur de publication, M. Ba. Je lui présente mes condoléances à toute la commune de Missira. Et encore une fois, je te remercie. Et je voudrais aussi, comme deuxième digression, si tu peux permettre, c'est considérer qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 1958 et ça correspond exactement à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Et qui dit l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en France veut dire la naissance de la Ve République. Et la Ve République, évidemment, c'est ce modèle que beaucoup de pays africains, dont le nôtre, évidemment, ont calqué. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que c'est quand même un régime qui garantit une certaine stabilité, mais qui, de notre côté, consacre énormément de pouvoir au président de la République. Et ces pouvoirs, s'ils ne sont pas souvent utilisés avec beaucoup d'intelligence et de souplesse, peuvent facilement mener à des dérives. Voilà, bon, c'est juste quelques... Pour un membre d'une coalition qui prône la rupture, je pense qu'on va revenir sur ça en profondeur. Mais d'abord, je veux qu'on parle de science. Pourquoi cette prédilection? Alors, je vais d'abord me présenter. Je pense que, bon, comme vous avez déjà dit au début, je suis professeur Hamidou Dat, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle en mathématiques, plus spécialement dans le domaine de la géométrie différentielle. Je fais aussi de la modélisation géométrique. Et évidemment, dans cette université, j'ai eu à occuper beaucoup de responsabilités administratives en dehors de mes fonctions d'enseignant-chercheur. J'ai été chef de département de mathématiques et informatique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de 2009 à 2015. Et après, j'ai été directeur de l'école doctorale de mathématiques et informatique de l'UCAD de 2015 à 2022. Et j'ai été aussi le coordinateur de toutes les 7 écoles doctorales de l'université de 2020 à 2022. Voilà un peu comme ancienne fonction. Et puis comme fonction actuelle, évidemment, je continue à être le directeur du laboratoire de géométrie et ses applications et la formation doctorale de géométrie et ses applications. Et je suis sur le plan national aussi membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je suis membre titulaire et rapporteur de la commission enseignement des sciences et relations avec les jeunes chercheurs. Voilà donc ce qui est du plan national. Sur l'international, je suis aussi professeur associé à Sorbonne Université et chercheur associé aussi à l'IRD à travers un laboratoire international qui s'appelle l'Unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes. Dans le centre de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, je le coordonne. Voilà, un peu à l'international, et membre d'un réseau aussi qui s'appelle INCASA, International Government Science Advisory, qui est un réseau qui est censé donner des conseils scientifiques aux différents gouvernements. Voilà un peu brièvement ramasser la présentation. Mais je vais vous provoquer un peu avec ce parcours. Pourquoi on ne vous a pas donné le ministère de l'Enseignement supérieur? C'est une question. Bon. Je pense que, comme j'ai dit, effectivement, j'aurais pu. Je pense que j'aurais pu. Je pense je connais bien l'université. J'ai fait une longue carrière à l'université, comme je t'ai décrit. Mais cela dit, un choix, c'est un choix. Voilà, qui dit choisi, dit éliminé. Bon, c'est un seul poste. Ceux qui avaient la responsabilité de faire le choix ont estimé que
c'était sans doute le choix le plus adéquat. Bon, évidemment, nous acceptons, nous savons que c'est fait dans le bien pour le pays et que nous souhaitons au collègue qui est retenu d'être à la hauteur de sa mission et vraiment de faire des résultats. C'était juste une provocation eu égard à votre parcours scientifique peut-être un peu élogieux, mais je pense qu'on va y revenir. Tout d'abord, vous êtes sur le plan politique aussi membre d'un parti de crédit et vous êtes membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi. Vous faites partie des voix autorisées aussi de la coalition Diomaye. La coalition gagnante, et vous êtes au pouvoir, je peux dire vous, parce que c'est la coalition gagnante, vous êtes au pouvoir depuis le 24 mars 2024. Comment jugez-vous les premiers pas du président Bassirou Diomaye Faye ou du tandem Diomaye-Sonko? Oui, en tout cas, de très bonnes impressions. Comme vous venez de le rappeler, on sait le rôle, d'abord le crédit a eu à jouer un grand rôle dans ce changement. Parce que d'abord, Crédit en tant que tel, c'est un parti politique, comme vous venez de le rappeler, qui a été mis en place en 2015, qui a été créé par un groupe de Sénégalais, dont moi. Et c'est un parti qui a de la légitimité administrative d'abord, parce que nous avons notre récépissé en bonne et due forme de 18252 du 10 février 2017. Et nous avons aussi de la légitimité politique, le parti Crédit. Je vais parler d'abord du parti avant de venir à la coalition. Alors, le parti en tant que tel, je dis qu'il y a de la légitimité politique justement parce que c'est un parti qui a été de presque de tous les combats depuis sa création, de l'opposition. Depuis l'UED, Initiative pour des élections démocratiques, le parti était là, membre fondateur. Ensuite, l'UED est devenu le Front de résistance nationale, le parti était là, dedans. Yewwi Askan Wi ensuite est venu, et le parti aussi membre fondateur de Yewwi Askan Wi. Donc, le parti Crédit a aussi participé à toutes les élections depuis sa création, aux législatives de 2017, présidentielles de 2019, les locales de 2021 et 2022, et les législatives et les présidentielles qui sont venues. Donc, je pense que c'est un parti qui tient sa place dans l'échiquier politique national. Et aussi, c'est un parti qui est présent partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons partout des conseils et des élus, que ce soit dans les conseils départementaux, dans les conseils municipaux, que ce soit des adjoints au maire, des conseils départementaux, des conseils municipaux. Donc, je pense que voilà, c'est un parti qui a quand même la légitimité politique. Alors maintenant, l'histoire de cette partie avec cette coalition, effectivement, je vais dire que c'est une longue histoire. Parce qu'en réalité, le parti Crédit peut se prévaloir d'être le membre fondateur de la coalition Sonko Président. Parce que, comme vous savez, les textes de Yewwi Askan Wi, dont nous avons toujours été pratiquement membres clés de la coalition Yewwi Askan Wi, avaient prévu des étapes. Donc, les premières étapes, c'est-à-dire qu'aux élections locales, aux élections législatives, on était une coalition électorale, c'est-à-dire que la coalition doit présenter une seule liste dans toutes les communes, et si c'est les législatives, une seule liste nationale et dans tous les départements. Mais qu'au niveau des élections présidentielles, c'était ouvert, que chaque parti pouvait y aller de son gré, et c'est comme ça que le Crédit avait aussi décidé de poser sa candidature. Et juste au moment où nous étions en train de préparer notre déclaration de candidature, c'est en ce moment que nous avons reçu un émissaire du président Ousmane Sonko exprimant son désir d'aller aux élections présidentielles sous la bannière du Crédit, que quand même le Crédit puisse porter sa candidature. C'est que le bureau national du parti, évidemment, a examiné rapidement et a donné un avis favorable. Et là aussi, je dis que l'avis favorable, ce n'est pas étonnant parce que nous avons quand même cheminé avec le président Ousmane Sonko. Comme j'ai dit, le parti a toujours été dans l'opposition, de tous les combats de l'opposition. Depuis l'UED, le Front, Yewwi Askan Wi et tout, nous avons toujours été avec lui. Nous avons su s'apprécier mutuellement, mesurer vraiment son engagement pour le Sénégal et sa loyauté. Donc, ça n'a pas été difficile pour le parti de demander à ce que je renonce à ma candidature et que le parti porte la candidature Ousmane Sonko. Donc, nous avons été les premiers, évidemment, à mettre en place cette coalition. Donc, Sonko Président a signé. Évidemment, on a signé en premier, évidemment,
Il faut maintenant compléter avec d'autres récépissés pour que ça puisse prendre la forme d'une coalition. Ça s'est passé comme ça. Et cette coalition, évidemment, que j'ai beaucoup appréciée, qui après, au fil du temps, avec les batailles judiciaires qu'il y a eu et tout, jusqu'à ce qu'on sache que la candidature du président Ousmane Sonko, à notre grand regret, a été vraiment complètement compromise, sans seulement que la coalition est devenue une coalition Diomaye président. Et dans la coalition Diomaye président aussi, le crédit a joué un rôle très important, parce que le crédit était dans la stratégie. Moi, j'étais dans la commission stratégique où on a élaboré vraiment des stratégies avec beaucoup de plaisir qui aujourd'hui ont donné beaucoup de résultats. Dans ce qu'il y a de la surveillance du comment faire pour surveiller le scrutin. Vous étiez dans le cerveau collectif, quoi. Absolument, dans la conférence des leaders. Et voilà, on a mis en place vraiment des stratégies qui aujourd'hui ont payé, ont donné des résultats. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de féliciter tout le peuple sénégalais d'avoir réalisé cette prouesse, d'avoir élu dès le premier tour avec une écrasante majorité le président donc Bassirou Diomaye Faye, et avec donc Ousmane Sonko comme Premier ministre. C'est notre coalition, nous considérons, comme vous venez de le dire, hein, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui gouvernons, et nous souhaitons vraiment que les espoirs des Sénégalais puissent être satisfaits. Et comment jugez-vous Oui, voilà, justement, je pense que les impressions que j'ai, en tout cas, sont des impressions favorables et très positives. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand même, le président Bassirou Diomaye Faye a commencé son mandat sous les auspices d'une réconciliation nationale, ce qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, pendant les 3 dernières années, le pays était un peu déchiré. Mais oui, le pays était déchiré. On a subi vraiment, d'une certaine façon, la tyrannie du régime de Macky Sall. Et donc, il a pris quand même, quand le président Bassirou Diomaye Faye est venu, il a pris 9 mesures que je trouve qui sont des mesures vraiment d'excellentes mesures. D'abord, les 4 mesures qualitatives qu'il a prises, c'est, comme j'ai dit, c'est partir sur les auspices d'une réconciliation nationale. Et ensuite, il a tout de suite compris, comme les Sénégalais l'ont exprimé, qu'il faut faire quelque chose pour l'emploi, la formation des jeunes et des femmes. Ça, je pense que c'est important, mais tout ça dit qu'il y a il demande aux Sénégalais, aux employés, à tous les travailleurs de servir avec humilité, avec honneur, avec compétence et disponibilité. Oui, ça, je dis, c'est 4 qualificatifs qui sont quand même très forts quand le président lance. Et du point de vue quantitatif, et il prend des engagements fermes pour l'emploi des jeunes et des femmes, pour la formation, pour le coût de la vie. Aussi, il sait que c'est une attente des Sénégalais de baisser le coût de la vie et que les Sénégalais puissent retrouver leur pouvoir d'achat. Et en plus, maintenant, il y a la bonne gouvernance sur la gestion, la bonne gouvernance surtout orientée vers les ressources minières et les ressources gazières. Et enfin aussi, il donne une recommandation ferme comme orientation de modifier le système électoral et le système judiciaire. Voilà, de mettre en place ce qu'il faut, les concertations qu'il faut pour mettre. On voit que les rapports sont en train d'être publiés. Voilà. Donc ça, c'est quand même des mesures fortes qu'il a eu à prendre. Maintenant, évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tout de suite voir les résultats de tout ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quand même hérité d'un pays dans des conditions difficiles. Je disais au-delà du fait que donc il y avait cette tension-là pendant ces 3 dernières années. Vous savez que aussi les indicateurs d'un point de vue économique, que ce soit le PIB, que ce soit la soutenabilité de la dette, il faut dire que ce soit les déficits budgétaires. Mais tout ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas tellement au beau fixe. Et donc, ce qui fait qu'il y a évidemment des mesures, ce qui fait que le président est en train de prendre quand même des mesures importantes qui consistent à faire les mesures pour augmenter les recettes fiscales et douanières, qui sont les principaux revenus de l'État. Il faut prendre des mesures parce que tout le monde sait que nous ne sommes pas encore vers atteint les critères de convergence qui sont au minimum de 20% du PIB. Donc, il y a quand même des mesures qui sont en train d'être prises pour augmenter les recettes fiscales et douanières. Il fait aussi beaucoup d'efforts pour la diplomatie économique. Vous avez vu, il a commencé par faire le tour de nos voisins, que ce soit la Gambie, la Mauritanie, la Guinée. Et pour ça, pour faire une diplomatie économique et voir
comment on peut ensemble arriver à régler certaines questions. Mais aussi, il fait des choses importantes sur la rationalisation des ressources. La rationalisation des ressources, il est dedans parce qu'il met en place un gouvernement de 25. Déjà, pour diminuer le train de vie de l'État, faire des économies. Donc, tu vois, si on combine à la fois l'augmentation des recettes budgétaires, des recettes fiscales et douanières, on fait aussi de la diplomatie économique et on rationalise nos ressources. Vous voyez, 25 ministres avec 5 secrétaires d'État. Évidemment, on peut penser combler le déficit budgétaire à terme et arriver à ce que les mesures qu'il a énoncées et que je viens d'énoncer là, qu'on puisse les résoudre. Maintenant, vous allez me dire que les populations sont pressées, ça c'est vrai, et c'est des mesures structurelles. Et puis il y a autre chose aussi, professeur Hamidou Dat, vous l'avez dit, vous faisiez partie des gens qui faisaient partie de la stratégie, donc des gens qui ont pensé peut-être le programme. Vous êtes un homme de science avéré et notoire. Et le plan Sénégal émergent, malgré peut-être ses insuffisances et tout, certains spécialistes pensent que c'était un programme bien pensé. Mais vous avez remplacé le PSE avec le projet. Mais certains spécialistes pensent que le projet manque de lisibilité. D'autres même pensent que c'est plus une démarche, une vision qu'un programme bien défini. Non, le projet, je pense que le projet est un projet complet. Moi, dans la coalition, dans la conférence des leaders, j'ai eu à participer plusieurs fois parce qu'on avait plusieurs commissions. Moi, j'allais dans beaucoup de commissions, même si j'étais dans la commission stratégie. On a fait plusieurs séminaires dans la commission programme. Mais je vous dis, c'est un programme avec ses 15 chapitres, mais qui est un programme original qui, à terme, doit nous mener vers la souveraineté économique dont nous aspirons. Moi, je l'ai regardé, je fais partie de ceux-là qui cautionnent ce programme. Bien naturel, je pense que c'est un programme vraiment tout complet. Maintenant, comme je t'ai dit, appliquer tout de suite un programme, il faut des mesures structurelles qu'il faut prendre pour régler les problèmes de façon définitive. Il peut y avoir des solutions conjoncturelles à la question de l'emploi, à la question de réduction du coût de la vie. Ça, il peut y avoir des solutions conjoncturelles. Mais les vraies solutions sont des solutions structurelles. Les solutions définitives et durables vont être des solutions structurelles. Et des solutions structurelles qui sont contenues dans le programme, ce n'est pas des choses qu'on peut appliquer tout de suite du jour au lendemain. Ça demande quand même un certain nombre de réorganisations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre économie est essentiellement tirée par le secteur tertiaire. C'est essentiellement tiré par le sous-secteur des transports, des télécommunications et le sous-secteur financier des banques et des assurances. Tout le monde sait que ce secteur-là ne crée pas d'emplois. Donc, il faut réorienter les choses de sorte que l'économie puisse être tirée par le primaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et la pêche, et le secondaire par l'industrialisation. Mais ça, voilà les problèmes structurels qui sont effectivement contenus dans ce programme-là. C'est des projets à moyen et long terme. Voilà, oui, qui sont contenus dans ce programme et qui, à terme, vont nous permettre de hisser le pays à cette souveraineté économique et que le pays soit vraiment un des pays les plus développés de l'Afrique. Et c'est tout à fait possible. Donc, vous ne faites pas partie des gens qui pensent que le projet était juste une communication politique qu'un programme bien défini. Oui, non, je pense que ceux qui le disent n'ont pas lu le programme. Non, parce que un projet quand même de 273 pages et de 15 chapitres, comme je t'ai dit, qui va de fond en comble surtout et qui va même jusqu'à des chronogrammes d'application, jusqu'à des méthodologies, c'est quand même un vrai projet. Je pense que c'est quand même un vrai projet. Mais comme je t'ai dit, il faut de la méthode pour la mise en œuvre du projet. Voilà, et ça, je pense que les autorités y sont, nous y sommes, pour qu'on puisse arriver à prendre les mesures structurelles dont notre économie a besoin. Voilà, encore une fois, comme je te dis, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre des mesures qui ne seront pas efficaces. Parce qu'une mesure, quand tu la prends, une fois qu'il y a nécessité de prendre une mesure, il faut voir deux choses. Est-ce que la mesure est efficace? Est-ce qu'elle est légale? Parce que même si une mesure est efficace et qu'elle n'est pas légale, et que le texte actuellement ne le permet pas, ce n'est pas une bonne mesure, parce que la légalité est sacrée. Il faut, sinon,
Sinon, évidemment, on risque de retomber sur l'hyperprésidentialisme si le président se permet de prendre, même s'il y a une mesure qui est bonne, permet de la prendre comme ça à la hâte en torpillant tout ce qui est règle dans le truc. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut d'abord s'assurer que ça va être une mesure efficace, donc prendre tout le temps qu'il faut et l'étudier qu'il faut. C'est peut-être pour ça que les mesures sur la cherté de la vie tardent d'une certaine façon à venir, bien que nous ne sommes encore qu'à 40 jours de la prise de pouvoir. Ce n'est pas encore long, mais en tout cas, prendre des mesures qui vont être efficaces et des mesures qui vont être aussi légales sur beaucoup de points. Voilà. Maintenant, avant de parler du ministère de l'enseignement supérieur et tout, et de la science peut-être de manière générale, la dernière question que je vous posais sur ce plan-là, c'est que, comme vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tantôt, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, était le candidat incontesté de l'opposition, mais avec ses déboires judiciaires, peut-être à tort ou à raison, il a été débouté et n'a pas été candidat. Donc, par la force des choses, le président Diomaye Faye est devenu président de la République. Mais certains pensent aussi qu'on a à la fois deux présidents. Vous, qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ceux qui disent que nous avons deux présidents, ils racontent, parce que quand même, les Sénégalais, quand ils allaient aux urnes le 24 mars, ils savaient qu'ils allaient pour élire le président Bassirou Diomaye Faye. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une question complètement erronée, parce qu'ils savaient très bien. On ne leur a pas dit que on ne sait pas qui va être président. Non, quand ils allaient, ils savaient qu'ils votaient pour le président Bassirou Diomaye Faye. Ils ont voté pour le président Bassirou Diomaye Faye. Donc je pense qu'ils n'ont pas voté pour un autre. Vous conviendrez avec moi que c'est avec la bénédiction de l'opposant. Absolument, oui, tout à fait. Comme je t'ai dit, c'est la coalition Sonko président qui a muté vers Diomaye président. Ça, nous sommes tous des acteurs qui ont fait tout le travail. C'est au moment où on a compris que maintenant, qu'il faut que c'est une histoire, c'est une question de projet. Quand nous avons eu la position d'Ousmane Sonko, c'est une question de projet, et que de toute façon, lui, il est écarté. Vous avez tout à l'heure à tort et à raison, mais je crois que moi je dirais carrément c'est à tort. C'est juste dans la logique qu'avait le président sortant ici d'éliminer des adversaires politiques. Ce n'était pas le premier à qui il l'a fait, c'était peut-être le deuxième ou le troisième cas qu'il a fait ça. Et donc, en ce moment-là, qu'il a dit que c'est une question de projet. Et justement, il a désigné quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être un autre, mais bon, il a porté son choix sur lui, il a ses raisons personnelles. Et puis, les gens qui l'ont soutenu, dont moi et d'autres, et plein d'autres, ont suivi, ont eu foi en lui. Donc oui, on suivi et voilà, on respectait ses consignes. Mais ce que je veux dire par là, une personnalité peut-être aussi charismatique, aussi populaire, est-ce que ça va être facile pour le président de Diomaye Faye de entre guillemets, de le discipliner un peu? Non, je pense qu'il y a pas. En fait, est-ce que Ousmane Sonko peut être sous la coupole de... Voilà. Ouais, mais il est le Premier ministre. Voilà, il est le Premier ministre. Je pense qu'il est très républicain. Il est très républicain. Les règles de la République sont très claires. Bon, je pense que ça, en tout cas, moi, dans les comportements et jusque-là que je vois, je ne vois pas du tout des comportements qui montrent qu'il sort un peu du cadre républicain que lui consacre les règles et la Constitution. Il est le Premier ministre, l'autre est président de la République, quelles que soient par ailleurs les relations qu'ils peuvent avoir en dehors de ça, mais dans le cadre de la République, je pense que c'est comme ça et je vois qu'ils les respectent vraiment de façon harmonieuse tous les deux. Voilà, chacun reste à sa place et joue le rôle qu'il a. Maintenant aussi, en tant que président du parti, il y a eu, je pense que peut-être vous étiez là, bon, c'est le parti PASTEF peut-être, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises il y a quelques jours, à savoir le président Ousmane Sonko, en tant que président du parti, a décidé d'aller visiter les pays de l'AES, les présidents de l'AES, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Demain aussi, peut-être il va recevoir le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec une délégation. Je pense que c'est des mesures très fortes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose parce que ce que vous venez de citer
Ben, ce que vous venez de citer, c'est des voisins. C'est des voisins africains. C'est des voisins africains. Même si c'est des présidents qui ne sont pas élus dans les mêmes circonstances, que notre président, cette avance et cette maturité démocratique que nous avons, peut-être qu'eux ne l'ont pas encore atteint, ce n'est pas une raison. J'ai compris que vous refusez de parler de putsch. Oui, mais il ne faut pas, en tout cas, ce n'est pas une raison pour les exclure. Même s'ils sont arrivés au pouvoir par des méthodes qui ne sont pas des méthodes démocratiques, évidemment, des méthodes, bon, personne ne peut apprécier une prise de pouvoir par les armes. Non, une prise de pouvoir par les armes, ça, vraiment, c'est antidémocratique et ce n'est pas une chose à cautionner. Personnellement, je ne le cautionne pas. Mais comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a eu des conditions qui ont fait qu'ils en sont arrivés là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une raison pour qu'on les écarte, ce n'est pas une raison pour qu'on s'éloigne d'eux. C'est des voisins historiques, c'est des voisins géographiques. Quels que soient par ailleurs les régimes qui sont en place, nous sommes dans l'obligation de leur parler et de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà, et se voir ce que maintenant les problèmes internes dans leur pays, chacun a ses problèmes internes dans son pays et le pays règle là. Et recevoir Jean-Luc Mélenchon avoir une visite officielle en France, oui, mais si c'est un ami, c'est une insoumission avérée, quoi, de sa part. Mais bon, si c'est un ami, bon, moi je pense que les convictions, chacun peut avoir ses convictions. Chacun peut avoir ses convictions, mais les relations d'amitié restent. Si c'est un ami du Sénégal, si c'est un ami des autorités, je ne vois pas pourquoi il ne les rendrait pas visites. Parce que c'est dans la discussion que, voilà. Est-ce que vous pensez que nos relations avec la France, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un partenaire historique, c'est presque si je devais personnifier, ils sont presque des cousins au Sénégal. Est-ce qu'on doit remettre en cause nos relations? Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'intellectuel? Les relations, bon, c'est clair que je pense que les relations avec l'ancienne puissance colonisatrice, la France, évidemment, ça va être dans les années à venir. D'ailleurs, ça a commencé une question vraiment centrale. Même une question qui peut être même au même niveau de priorité que des questions que des questions économiques, que des questions sociales, pour dire que ça va être une des grandes questions, en tout cas de la prochaine décennie. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un rééquilibrage des relations qu'il faut faire. Moi, je crois que même les autorités actuelles, personne n'a dit qu'effectivement il faudrait mettre une croix sur la France. Ce qu'on a vu, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut voir, et qu'il y a un certain nombre de partenariats qu'il faut faire gagnant-gagnant, rééquilibrer les choses pour qu'effectivement, qu'il n'y ait plus un peu ce néocolonialisme, comme on l'appelle. Et qu'on rééquilibre, et je pense que, comme j'ai dit, ça ne fait que commencer, mais ça va être de plus en plus une des plus grosses questions de la prochaine décennie. Voilà. La question de la souveraineté. Oui, voilà, la question de la souveraineté et de nos rapports avec l'ancienne puissance colonisatrice. Je pense que tout le monde doit y réfléchir pour voir, mais il ne s'agit pas du tout de leur fermer la porte, de les écarter, mais il s'agit de revoir un certain nombre de choses, un certain nombre d'accords et de rééquilibrer les relations, parce qu'effectivement, ça, je pense que c'est notre combat. Justement, la première classe politique, que ce soit Senghor, Lamine Gueye, les Mamadou Dia, ils ont fait leur combat. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était vraiment une colonisation sur tous les plans. Mais eux, ils ont pu quand même obtenir l'indépendance politique. Aujourd'hui, nous avons notre président, nous avons notre Assemblée nationale, nous avons notre justice, nous organisons nos élections. Mais ça, c'est eux, les pères de l'indépendance. Ils ont joué leur partition. Ils ont fait en sorte que nous soyons État et que nous soyons indépendants. Et c'était un cheval de bataille. Mais maintenant, l'indépendance économique, la souveraineté économique, ça, c'est notre combat, justement. Ça, c'est notre combat. Et c'est tout naturel, et c'est normal, et c'est la suite logique. Après l'indépendance politique, mais évidemment, il faut une indépendance, une véritable indépendance économique. Et ça, je pense que c'est notre combat. Maintenant, peut-être on va entamer l'étape de l'enseignement supérieur. Je pense que là, c'est votre
peut-être zone de confort et votre domaine de prédilection. Mais d'abord, avant de vous poser des questions par rapport aux réformes que vous envisagez de faire par rapport à l'éducation et à l'enseignement supérieur, mais par rapport au nouveau ministre, quelle appréciation en faites-vous? Une appréciation positive. Bon, une appréciation positive. J'ai partagé avec lui quelques moments dans la coalition, hein, même si ce n'est pas de longs moments, mais bon, j'ai en tout cas des préjugés positifs, d'autant plus que les actions qu'il a posées au début, c'est quand même des actions qu'on peut apprécier, parce que bon, vous savez, c'est pas difficile de gérer, enfin, c'est à la fois difficile et pas difficile, mais ce qu'il faut, c'est juste aller à l'encontre des acteurs. Aller à l'encontre des acteurs, parler avec ceux qui connaissent le système, ceux qui sont dans le système. Et je pense que dans la coalition, bon, même si lui n'a pas beaucoup duré dans l'université sénégalaise, hein, même si, voilà, bon, il y a quand même des éléments dans la coalition qui sont là, qui ont beaucoup d'expérience au niveau de l'université, qui sont prêts à apporter leur soutien, à apporter leur expertise pour qu'ils réussissent. Parce que sa réussite, c'est la réussite de la coalition, c'est la réussite de nous tous. Parce que c'est nous tous qui avons pris un engagement devant les Sénégalais. Donc tout ce que nous pouvons, c'est l'encourager. Il a commencé par faire certaines visites. Bon, même si moi, je n'y étais pas parce que je n'étais pas au courant, je n'étais pas avisé, mais enfin bref, il a quand même pris contact avec les acteurs. Et je pense qu'en s'appuyant sur certains éléments de la coalition, d'abord qui connaissent l'université, qui sont des hommes du milieu, parlant avec les principaux acteurs, je pense qu'il peut arriver à faire un bon travail. Et c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Mais maintenant, l'enseignement supérieur, professeur Hamidou Dat, beaucoup parlent de sa déliquescence, oui. Le niveau, et puis en dehors même du niveau, il y a les résultats escomptés, il n'y a pas de résultats, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. Vous, parce que je dis toujours vous, parce que moi je considère que vous faites partie de la coalition gagnante, donc vous serez, voilà, vous faites partie des, voilà, vous allez assumer vous allez assumer comme les autres. Maintenant, vous, quels sont vos leviers pour réformer l'enseignement supérieur? Alors, ça c'est une question très pertinente, mais je ne vais pas tout de suite venir à l'enseignement supérieur. Je pense que je vais commencer par le commencement. Vous savez, l'enseignement supérieur, d'abord, avant tout, c'est un maillon d'une chaîne. C'est un maillon d'une chaîne à 5 marches, parce que vous savez, c'est au bout, l'enseignement supérieur. Mais c'est un système, c'est tout un système d'éducation. Ce n'est pas pour rien qu'on dit un système éducatif. Alors, ça veut dire que c'est fondamental d'abord pour un pays, parce que c'est vital, le secteur de l'éducation. Et ça, ce n'est pas pour rien que les objectifs de développement durable l'ont mis en 4e position. Après la lutte contre la pauvreté, après la lutte contre la faim, après la santé et le bien-être social, évidemment, ils ont dit qu'il nous faut une éducation de qualité. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ça en 4e position. Et aussi, l'éducation, ça reste quand même un enjeu. Ça reste quand même un enjeu mondial. Dire que personne ne l'a réglé définitivement à 100%. Parce que si tu listais aujourd'hui les 7 difficultés du monde, à côté de l'énergie, à côté des données, à côté des sciences et technologies, à côté des flux financiers illicites, des problèmes de population, évidemment, vous listerez l'éducation. Donc, l'éducation reste un enjeu mondial, ça reste un problème mondial. Mais il est vital pour un pays. Parce que d'abord, ne serait-ce qu'il y a des études qui montrent la corrélation entre la richesse d'un pays et son niveau d'instruction. Vous savez, plus une population instruite, plus elle est à même de produire des richesses. Donc c'est fortement lié. Pour produire des richesses, il faut une population instruite, il faut de l'éducation. Ça c'est fondamental. Et même il y a des exemples qui te disent facilement que si tous les enfants seulement d'un pays savaient lire et écrire, c'est une augmentation de richesse de plus de 10%. Si un enfant, par exemple, est né d'une mère qui sait seulement lire et écrire, il peut multiplier par 3 ses chances de survie au-delà de 5 ans. Pour dire que l'éducation, c'est quand même central, ce n'est pas quelque chose à négliger.
Et s'il y a quelque chose de plus important dans un État, je pourrais dire que c'est l'éducation. Ça, c'est vraiment quelques considérations générales. Maintenant, pour l'enseignement supérieur, comme je te dis, c'est au bout. Parce qu'il y a le préscolaire, il y a l'élémentaire, il y a le moyen, il y a le secondaire. C'est seulement après que le supérieur vient. Donc, c'est tout un système. Tu ne peux pas venir au bout et dire que tu vas régler la question de l'enseignement supérieur sans se soucier de ce système. Ce n'est pas pour rien. Le système, c'est un tout. Maintenant, il y a des problèmes qui sont communs à tout le système. Je vais y venir, mais il y a des problèmes qui sont spécifiques à l'enseignement supérieur. Les problèmes que tu poses sont spécifiques à l'enseignement supérieur. Mais certains problèmes de l'enseignement supérieur sont des problèmes qui sont des problèmes transversaux à tout notre système, pour revenir au cas du Sénégal. Parce que si tu prends, par exemple, pour le cas du Sénégal, moi je trouve 3 ou 4 problèmes qui sont vraiment des problèmes cruciaux pour notre système éducatif, du début jusqu'à la fin. C'est dans un premier temps quand même la mise à niveau de l'infrastructure scolaire. Vous savez, jusqu'à présent, il y a énormément d'abris provisoires à travers le pays. Moi, je reçois des fois des vidéos d'enfants qui font des cours sous des arbres avec des tableaux accrochés et qui demandent à ce que des personnalités contribuent pour qu'on leur fasse des classes, etc. J'en reçois, pas plus tard que 2 ou 3 jours, je reçois pour dire encore que l'infrastructure scolaire, ça fait encore vraiment défaut. On a des déficits en classe et ça, c'est commun à tout le système, y compris le supérieur d'ailleurs. Vous avez vu, peut-être en voyant, ici, il y a des amphis qui sont des espèces de hangars. Et tout ça, c'est parce que vraiment, les chapiteaux, il y a des problèmes de locaux. Et on ne peut pas développer un système éducatif s'il n'y a pas l'infrastructure éducative qu'il faut. Et maintenant, même les gens ont dépassé tout ce qui est salle de classe, matériel didactique, personnel enseignant. Pour parler même du numérique, on doit non seulement avoir de bonnes salles, avoir tout, mais même en plus équiper nos établissements des systèmes de remédiation. Parce qu'il va peut-être y avoir de plus en plus de perturbations qui vont faire que les élèves ne pourront pas être à 100% sur place. Donc il faut un système de continuité pédagogique et ça repose sur le numérique. Donc vraiment, nous avons un grand effort à faire sur la mise à niveau de notre infrastructure. Mais une fois que nous avons cette mise à niveau de l'infrastructure, nous aussi, encore au Sénégal, nous avons le problème de la réorientation du système éducatif vers les sciences. Vous savez, M. Ndiaye, je vous donne un exemple. Le bac passé, il y avait eu 155 000 à peu près candidats au bac. Les 82% étaient candidats pour les séries littéraires. Il y en avait à peu près 16% pour les séries scientifiques et seulement 2% pour les séries techniques. Ce qui fait qu'au total, il y a moins de 20% de bacheliers scientifiques et 80 et quelques % sont orientés vers les séries littéraires. Mais là, c'est un problème, effectivement. Mais, professeur Hamidou, est-ce que vous ne pensez pas que c'est notre système éducatif et le curricula aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi une survivance du système colonial qu'on a perpétué? On n'a pas essayé de réformer entre-temps? Ça peut être parmi les raisons. Que nous n'avons pas vraiment pensé à fond. Parce que si on continue d'étudier la guerre de sécession et tout, alors que, ou bien la crise de 1929, alors qu'il y a eu plusieurs crises après et tout. C'est vrai que ce n'est pas inutile, ça donne de la culture. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui est le plus fondamental. Il faut mettre, en tout cas, nous avons un défi de réorienter notre système éducatif. Nous, au niveau de l'Académie nationale des sciences et techniques, évidemment, j'ai piloté un programme sur ça actuellement où nous réfléchissons sur comment faire. Comment contribuer pour la réorientation de ce, parce qu'on sait que ça, c'est un problème. On ne peut pas aller au développement dans ces situations. Regarde le bac passé, par exemple. Il y a eu exactement 613 bacheliers S1. Bachelier S1, ça veut dire le bac mathématiques, sciences physiques. 613 sur tout le Sénégal. Si tu prends le bac S1, ça fait 13 935. Et les deux confondus, c'est 14 548 bac S2. C'est terminé. Alors ça, c'est très peu. L'UCAD peut les absorber au moment où nous avons maintenant 6 à 7 universités publiques. Donc, nous avons un gros effort. Maintenant, comment faire ça? C'est toute une réflexion. Tu viens de citer peut-être une des raisons qui font. Mais il y a plein de raisons. Il faut voir comment faire pour susciter des vocations, pourquoi les jeunes ne veulent plus s'orienter. Après, il faut voir comment faire pour impliquer vraiment les mécènes, le secteur privé dans la question du financement de l'éducation.
parce que beaucoup de questions, on revient sur la problématique du financement de l'éducation. Et puis aussi, professeur, il y a l'ostracisme des diplômés en arabe ou bien des gens qui ont fait l'enseignement, l'autre enseignement peut-être. Oui, c'est aussi un problème. Tout ça, c'est dans le système éducatif. Je crois qu'il faut voir comment on peut les insérer dans le système. Ceux qui ont choisi ce mode d'éducation, nous devons le prendre en compte. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu votre question qui consiste à dire que nous devons repenser à fond notre système éducatif. Évidemment, dans ce repenser à fond, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et aussi, comment faire pour vulgariser la science, comment faire pour que dans les familles, dans les collectivités locales, que les gens puissent avoir des réactions scientifiques, des positions scientifiques. Vous voyez, donc ça me semble être un défi que je pense qui interpelle tout le monde. En tout cas, nous y travaillons. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de changer carrément de paradigme par rapport à ça? Mais oui, c'est une réflexion. Justement, c'est une réflexion, mais en tout cas, il faut qu'on trouve la solution. On ne peut pas continuer. Chaque année, on baisse le nombre de bacheliers, baisse chaque année. On en parle depuis une dizaine d'années. Chaque année, ça va de mal en pire. Comme je t'ai dit, nous à l'académie, comme je suis dans la commission enseignement des sciences et relations avec les jeunes scientifiques, nous avons un programme sur ça, essayer de faire des vulgarisations. On a eu à faire des séminaires de vulgarisation dans des coins les plus reculés du Sénégal. Jusqu'à Sédhiou, on prépare pour aller à Matam, mais ailleurs pour voir discuter avec les autorités académiques locales, pour voir comment faire naître cet engouement vers les disciplines scientifiques et comment les accompagner. Évidemment, avec d'autres, en appuyant sur d'autres leviers. Il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut jouer. Donc ça fait un autre. Mais le dernier défi que je vais citer, le système éducatif, c'est qu'aussi il reste encore assez élitiste. Assez élitiste. Absolument. Parce que si tu regardes ceux qui entrent à l'entrée en 6e et ceux qui vont passer le bac, mais les effectifs, il y a au moins quelque chose comme 40% de différence. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont passés? Tous ces 40% qui avaient commencé une 6e en collège et qui en terminale, tu arrives, tu vois qu'il y a 40% à peu près des élèves qui sont disparus. Mais tu te dis, où est-ce qu'ils sont passés et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais là aussi, est-ce que le système est obligé de faire toutes les matières là? Parce que je sais pas pour mais j'ai eu un exemple. Par exemple, un camarade de promo, je l'ai vu travailler dans un secteur, bon, il n'y a pas de ce métier, mais je veux dire, cette personne-là, si on avait un système éducatif bien huilé, il va être un génie de la science parce qu'il avait 20 en sciences, en mathématiques, 20 en SVT, 20 mais il n'apprenait pas les autres matières. C'est ce qui lui a causé du tort et il est sorti du système éducatif pour se projeter vers d'autres. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème? Tout ça, effectivement, c'est un problème. Tout ça, ça fait partie des problèmes. C'est pour ça que je dis qu'il y a au moins, en tout cas, le système, l'efficacité interne du système est à revoir. Parce que comme je t'ai dit, si tu regardes les effectifs de ceux qui se sont inscrits en 6e, et 7 ans plus tard, ceux qui sont arrivés à bac, tu te rends compte que tu as perdu presque la moitié. Et tu te dis où est-ce qu'ils sont. La plupart sont allés faire quoi? Marchand ambulant. Pour des gens qui avaient 20 ou 19 en maths. Les apprentis de car rapide, je n'ai rien contre les apprentis de car rapide, c'est une façon d'apprendre le métier. Mais je veux dire, ça veut dire que ce système, il doit être corrélé et mettre en rapport avec un système de professionnalisation. C'est-à-dire que de la 6e, par exemple, à la 3e, si on se rend compte qu'il y a à peu près 20% qu'on perd, mais on en fait des ouvriers qualifiés, on les oriente, comme tu dis, directement dans des métiers, ils font des formations, ils vont devenir des chauffeurs, des mécaniciens, des électriciens, etc. Ceux qui sont en seconde, pour arriver jusqu'en terminale, il y a peut-être 20%, 30%, mais ceux-là, au lieu de les laisser en rade, qu'il puisse y avoir un système parallèle qui va les orienter à faire des ouvriers qualifiés. On a fait de la 6e à la 3e, de la 3e à la terminale, on fait des techniciens. Et maintenant, s'ils entrent à l'université, justement, on fait des techniciens supérieurs. Et justement, là où je vais venir maintenant pour l'enseignement supérieur. Parce que là, ils vont arriver à l'université. Mais là, l'université aussi, comme je t'ai dit, ça a ses spécificités par rapport à ça. Ces spécificités, c'est quoi? C'est que l'université, au tout début, d'ailleurs, les gens ne savent pas, mais beaucoup ne savent pas, je veux dire, ce qui a motivé la naissance de l'université, c'est quoi? Vous savez que c'est un scientifique allemand du nom de Humboldt
qui a fait naître les premières prémices d'une théorie générale de l'univers. C'était au XIIe siècle en Allemagne. Et pour lui, dans sa conception, c'était quoi? Il faut qu'on mette en place un milieu dans lequel vraiment va régner le beau, le vrai et le bien. Et sans partage. Et ce milieu sera contrôlé par ce qu'on appelle les hommes de savoir, les professeurs d'université, qui vont appartenir à la plus haute aristocratie de la pensée, qui non seulement vont enseigner des disciplines, mais vont se situer à la frontière du connu et de l'inconnu et vont faire de nouvelles découvertes, ce qui amène la recherche. Pour dire que dès les premières prémices qu'on a posées à l'université, on a déjà envisagé que l'enseignement supérieur, ça va avec la recherche. Parce que l'enseignant de l'université transmet des connaissances, mais est censé en produire de nouvelles. Parce que c'est seulement en produisant de nouvelles connaissances qu'on arrive à maîtriser les connaissances qu'on dispense actuellement. Mais cette conception, évidemment, elle n'a pas tenu longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une massification au niveau de l'université. Là, je te dis vraiment la vision d'où est partie l'université jusqu'à ce. Il y a eu une massification après la Deuxième Guerre mondiale, où les universités, les gens se sont rendus compte de l'importance de l'enseignement supérieur. Il y a eu une massification. Mais s'il y a une massification et l'accès de cette classe moyenne à l'université, mais ça change tout. Et c'est pour ça que l'attente que peuvent avoir les héritiers, parce qu'avant, l'université destinait ce qu'on appelle le fils des héritiers. C'est-à-dire des fils qui étaient vraiment à l'abri du besoin, qui cherchaient le diplôme, évidemment, pour dire que voilà, on est vraiment des diplômés, on est des hommes de savoir pour le confort, la noblesse et tout, et ne pas du tout être dans le besoin. Mais maintenant, cette classe moyenne qui accepte sa vision par rapport au diplôme, elle est différente parce qu'elle cherche un diplôme pour gagner leur vie. Voilà, donc les attentes et la vision de cette classe moyenne, de cette massification, par rapport au diplôme est différente. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs réformes en France, parce que c'est un peu notre système de modèle. Il y a eu la réforme Fouché, il y a eu la réforme d'Edgar Faure, qui consiste à introduire des systèmes de formation courts, des IUT, où l'étudiant, il vient bac, fait plus 2, il sort technicien supérieur, parce qu'on a compris que tout le monde ne pouvait pas aller vers la conception. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ici, on a introduit aussi la réforme LMD à un moment donné, parce qu'on se rendait compte que les étudiants qui entraient en première année, peut-être même pas les 20% arrivaient à décrocher leur licence ou leur maîtrise. Et tous les 80%, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Et donc, c'est là qu'on a dit qu'il faut que le système de l'enseignement supérieur change. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse intégrer la professionnalisation dans les filières. C'est pour ça que je vais te citer les deux spécificités de l'enseignement supérieur. La première, c'est la professionnalisation des filières et l'autre, c'est la valorisation des résultats de la recherche. Il faut professionnaliser les filières de sorte que l'étudiant qui cartouche en deuxième année, qui est bloqué en deuxième année ou troisième année, qu'il ne se retrouve pas à pouvoir rien faire. Et c'est de là qu'il faut introduire plein d'outils. Mais maintenant, cela dit, j'attire l'attention, ça ne veut pas dire du tout transformer la faculté en une grande école de formation professionnelle, non. C'est-à-dire qu'on doit d'abord, avant tout, faire des études pour la science et par la science. Parce qu'un diplôme universitaire, même si on y introduit des doses de compétences, c'est vrai, donner à l'étudiant des outils, des manipulations, des trucs qui lui permettent après, si jamais il n'a pas son diplôme, même s'il a qu'il puisse se débrouiller. D'avoir une solution palliative. Voilà, des solutions palliatives. Mais ça n'enlève en rien. Ça ne va pas être le principe. Non, ça ne va pas être le principe. Parce qu'un diplôme universitaire repose sur des connaissances disciplinaires. Vous êtes juriste, vous devez connaître le droit. Vous êtes mathématicien, vous devez savoir résoudre des équations différentielles, calculer des intégrales, etc., etc. Donc, un diplôme, avant tout, c'est les connaissances disciplinaires. C'est pas, voilà. Et d'ailleurs, cela est d'autant plus vrai que les connaissances disciplinaires elles-mêmes sont porteurs de compétences transversales qui sont transférables partout. Parce que le mathématicien, s'il sait calculer une intégrale, il n'y a pas que l'intégrale qui sait calculer, il y a la rigueur que ça développe dans sa tête, il y a son raisonnement, il y a l'esprit d'analyse, mais ça, c'est des compétences transférables partout ailleurs. Donc, les connaissances disciplinaires sont fondamentales à l'université. Mais ce qu'on veut, c'est y rajouter un certain nombre d'outils qui vont permettre à l'étudiant de s'adapter avec son marché de l'emploi d'abord, adapter la formation aux réalités de l'emploi et lui donner une ouverture à l'international. Et c'est là justement où se trouve l'enjeu. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est facile à dire mais difficile à faire. Pourquoi? Parce que ça demande quand même des moyens. D'abord, maîtriser un calendrier.
il faut d'abord une grande maîtrise. Et ça fait partie d'un des problèmes actuellement. Nous avons. Parce que si tu sais que la promotion des bacheliers 2024 dans les facultés n'ont pas encore commencé les cours à ce jour, ça veut dire que nous n'avons pas une maîtrise de notre calendrier. Et le système dans lequel nous sommes est très exigeant en matière de maîtrise de calendrier. Et il faut des moyens. Comme je t'ai expliqué, il faut des moyens. Il faut une infrastructure à niveau. Il faut introduire le numérique pour que les étudiants puissent au moins avoir 10 à 20% de le cours en s'appuyant sur le numérique pour qu'il y ait des dispositions de continuité pédagogique. Mais il faut aussi, je pense, une gestion inclusive. Parce qu'il ne doit pas y avoir de hiatus entre les autorités politiques et les autorités universitaires aussi. Je ne veux dire pas les autorités, mais je veux dire les enseignants et tous les chercheurs. Oui, absolument. De toute façon, les enseignants sont sur un principe, c'est qu'ils demandent à faire leur quantum Parfois, on horaire. vous considère comme des rebelles, quoi. Mais oui, voilà, justement. Mais c'est parce que ce qu'on ne veut pas, justement, c'est ce que je te dis. On doit former des éléments compétents. Vous voyez, on a des médecins à former, on a des ingénieurs à former, mais on ne doit pas les former au rabais. On ne doit pas prendre un programme sur 12 semaines qui doit se faire sur 12 semaines, sur 13 semaines, le comprimer sur 3 semaines. Parce que ça, après, on va voir les conséquences. Non, c'est pour ça, justement, nous sommes réticents. C'est pour ça que les enseignants de l'université, souvent, il y a souvent ces bras de fer, parce que nous, on tient à faire. Moi, je viens tout à l'heure d'un cours de master que j'ai commencé seulement au mois de janvier, que j'ai pu commencer. C'est la promotion de 2023. Je viens de faire mon cours en théorie de feuilletage système intégral. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois que tu as assez peu de temps par rapport à ce que tu pourrais dérouler, ce que tu devais dérouler sur tout ton semestre, tu te retrouves à devoir dérouler. Et ça, nous, les enseignants, ça ne nous plaît pas. On veut vraiment disposer de suffisamment de temps pour expliquer aux étudiants, leur faire faire des cours, leur faire faire des TD, les envoyer au tableau, faire des calculs, réfléchir, sécher sur des exercices pendant 1 heure de temps, réfléchir. Mais c'est comme ça qu'on forme. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je dis que tout ça, c'est des défis lesquels nous avons. C'est-à-dire nos quantum horaires, l'infrastructure qui va avec, les quantum horaires, les ressources humaines suffisantes, qualifiées, et tout ça, ça fait que... Mais est-ce que vous avez l'effectif nécessaire? En ressources humaines. En ressources humaines. Ah non, le taux d'encadrement, non. Le taux d'encadrement, non. Bon, je n'ai pas exactement les chiffres, mais le taux d'encadrement, évidemment, non, on a un déficit en encadrement par rapport à l'effectif. Et manifestement aussi, les étudiants ne sont plus animés par la recherche, le doctorat ou bien Bon, c'est une vue de l'esprit. Oui, c'est vrai, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins qui sont tentés par faire de longues études. Mais il y en a quand même des candidats. À l'école doctorale que j'ai gérée, bon, évidemment, on était pour ce qui est du domaine des mathématiques, de l'informatique, pendant le temps où j'étais là-bas, je n'avais pas moins de 120 doctorants qui s'inscrivaient sur les 7 formations doctorales. C'est pas mal comparé à beaucoup de pays. Pour dire que nous avons quand même une jeunesse encore assez studieuse et qui demande à être encadrée. Qui aime la science et qui aime le savoir. Qui aime le savoir, qui aime travailler. Il faut juste leur offrir les conditions, les mettre sur les rails, leur expliquer comment ça se passe, leur donner les moyens qu'il faut, l'infrastructure qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, leur permettre de faire le temps nécessaire qu'il faut, voilà, qu'on ouvre à temps, qu'on puisse fermer à temps, et puis qu'on puisse faire les programmes. Et nous avons beaucoup de génies parmi nos jeunes. Ça c'est la réalité. Et maintenant, l'autre aspect que je voulais dire, c'est sur la recherche aussi. Comme je t'ai dit, l'enseignement supérieur va avec la recherche. On ne peut pas séparer ça. Et nous savons que la recherche au Sénégal, évidemment, c'est le parent pauvre du système. Tout le monde le sait. La recherche... Parce que les enseignants cherchent de l'argent, professeur. Bon, non, pas du tout. Le harmat supérieur, quoi, entre guillemets. Non, mais le harmat, c'est pas parce que c'est que vous avez un peu. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ces cours que les enseignants du supérieur vont faire à l'extérieur, mais c'est des Sénégalais qui le forment là-bas. Les Sénégalais qui font, par exemple, moi, dans ma spécialité, si je suis sollicité par une école qui n'a pas cette spécialité, mais évidemment, je dois y aller parce que, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, c'est que des Sénégalais. Et justement, je rappelle d'ailleurs que si tu vois
au baccalauréat passé, le privé, les 32% des candidats venaient du privé. Les 32% venaient du privé, les 52% du public et à peu près les 16% des candidats. Et puis même, je salue, mais la science ne doit pas être cloisonnée. Quoi. Voilà, donc, les éléments qui sont le secteur privé, nous devons développer. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que les agences, c'est très bien, l'ANAQ-Sup, qui est là pour mettre de l'ordre. Voilà une agence qu'on a mis pour mettre de la qualité. Je te disais, la qualité dans l'enseignement supérieur, le surveiller. Le même système devait pouvoir exister aussi au niveau du moyen secondaire, qui surveille, développer un bon secteur privé dans l'enseignement supérieur, mais surveiller les curricula, ce qui se fait, les personnels qui encadrent, pour quand même y mettre la qualité. Voilà, les encadrer. Voilà. Maintenant, voilà, pour venir maintenant, pour la recherche, comme je dis, c'est important. Parce que vous voyez la recherche au Sénégal, comme je te dis, ça c'est peut-être des chiffres qu'on vous impose, mais 97% c'est de la recherche publique. C'est-à-dire ça se fait dans les universités. Les instituts de recherche comme l'IRD, dont je venais de te dire actuellement, dont je suis associé, chercheur associé, l'ISRA, l'ITEA, tout ça, c'est eux qui représentent à peu près les 2%, et le secteur privé ne participe qu'à 1%. Donc vous voyez que il y a une très faible implication du secteur privé dans le monde de la recherche. C'est des choses à corriger. Alors qu'il y a les entreprises, il y a des sociétés qui sont là, on doit pouvoir travailler ensemble. Je pense que ça, nos relations avec la pierre angulaire de ce développement de l'enseignement supérieur dans le futur, évidemment, c'est cette relation entre université et entreprise. Je pense que c'est une relation qu'il faudrait développer. Et la recherche, comme je te dis, évidemment, j'ai vu qu'il y a un programme national, un plan national stratégique que la direction de la recherche et de l'innovation a mis en place. Il faudrait voir comment pouvoir le mettre en œuvre. Je l'ai lu, je pense que c'est un bon programme qui s'appuie sur vraiment 5 axes principaux, en particulier sur la coordination au niveau national de la recherche, parce que notre recherche a fait assez disparate. Chaque université, chaque laboratoire fait, sans ça que l'autre sache ce qu'il fait. Donc il faut une gouvernance nationale, un link, une gouvernance nationale de la recherche. Il faut des financements, il faut une infrastructure suffisante pour la recherche. Et si on arrive à faire ça, on peut avoir un bon système de recherche et qui, effectivement, c'est la recherche qui mène à l'innovation et c'est l'innovation qui mène à l'industrialisation. Même l'industrialisation dont on parle, on ne peut pas s'industrialiser sans faire de l'innovation. Parce que s'industrialiser, ça veut dire découvrir des choses nouvelles que tu vas vendre dehors. Il faut que tu innoves, il faut que tu trouves quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas innover sans faire de la recherche. Je pense qu'on est un peu en retard par rapport au numérique et à l'intelligence artificielle, surtout qui est en train de révolutionner le monde. Oui, on a un gap à combler. Mais c'est pour ça que la recherche va jouer de plus en plus un rôle fondamental. Parce que si on veut innover, il faut qu'on fasse de la recherche. Et pour faire de la recherche aussi, il faut une bonne formation. Si on n'est pas bien formé, on ne pourra jamais faire de la recherche. Si on ne fait pas de la recherche, on ne pourra jamais innover. Si on n'innove pas, on ne pourra jamais s'industrialiser. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose, comme je te disais en tout cas, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, c'est central, c'est vital pour un pays. Merci, professeur Hamidou Dat. Bon, je vais juste finir par 2 questions de manière succincte. Oui. La première question, c'est à vous entendre parler. J'ai vraiment, c'était ma première question ou ma deuxième question, ça va être peut-être l'une de mes dernières questions. Est-ce qu'on vous a consulté? Pourquoi on ne vous a pas encore nommé? Ça, il faut aller poser la question au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko. Ça, on ne vous a pas consulté? Non, je n'ai pas été consulté. Bon, mais comme j'ai dit, nous avons fait ce que nous avions à faire. Voilà, nous avons vraiment contribué, on s'est impliqué pour faire en sorte que quand même ce pays revienne sur les rails. On a cette conscience interne, mais évidemment, on aimerait bien aussi, évidemment, contribuer. Servir au plus haut niveau. Servir au plus haut niveau, évidemment. Ça fait partie de nos souhaits les plus ardents, parce que quand on s'implique, quand on s'engage dans la politique aussi, évidemment, c'est pour élargir son rayon d'action. Là, je suis à l'université, je n'ai plus absolument rien à prouver à l'université. Bien que c'est un métier que j'adore, c'est quelque chose que je continuerai à faire tout le temps. D'ailleurs, il y a une anecdote que je disais que même quand je serai président de la République, je mettrai un petit tableau dans mon bureau et à mes heures perdues, je viendrai faire quelques exercices de maths. Enfin, pour dire que... vous êtes un passionné. Voilà, bon, je suis un passionné, mais bon, évidemment, ça me tenterait d'avoir une expérience
ministérielle, une expérience beaucoup plus large pour servir dans une sphère beaucoup plus large. Ça te permettra de découvrir encore beaucoup plus de choses et de comprendre encore beaucoup plus de choses. Maintenant, vous avez gagné aussi largement, presque depuis 4 ans, vous gagnez peut-être haut la main le département de Keur Massar. Voilà, vous faites la politique entre Keur Madiabel et Keur Massar, mais je pense que vous avez une base solide à Keur Massar. Est-ce que... Oui, c'est vrai. Oui, Keur Massar, effectivement, le parti s'est implanté à Keur Massar, mais c'est moi qui avais représenté Askan Wi dans la commune de Keur Madiabel, évidemment. Et Keur Massar... Je rappelle que c'est le parti Crédit. Voilà, c'est ça, c'est le parti Crédit, tout à fait. Keur Massar, nous sommes implantés là-bas, nous avons une base là-bas, mais bon, c'est aussi là où nous vivons quand nous sommes à Dakar. Je crois que c'est un département où il y a beaucoup de problèmes parce que c'est le 47e qui a été érigé, 46e, je pense. 46e. Et il y a beaucoup de ça manque encore. Voilà. Et ça manque encore énormément de choses. Dans le conseil départemental, le premier adjoint au maire, c'est de Jaxaay. Il est du parti, c'est le responsable de la formation du parti. On a des conseils municipaux dans le conseil départemental, la commission éducation et culture aussi, c'est un élément du Crédit qui le pilote. J'ai eu à parrainer là-bas plusieurs cérémonies de distribution de prix, d'ailleurs, la session passée, pour encourager les jeunes à venir dans les filières scientifiques. Nous faisons ce que nous pouvons. À des occasions, on apparaît, on leur parle de la science, et puis voilà, ils nous prennent comme référence, etc. Et on a de très bons éléments là-bas. Mais le département a besoin d'être accompagné, ça il faut le dire. Keur Massar manque de tout. Vous savez, il n'y a pas encore un trésor, il n'y a pas encore un hôpital, il n'y a pas encore un tribunal. Ça manque énormément de choses. C'est ces infrastructures qui doivent aller avec le département. Je pense que les nouvelles autorités prendront la chose à sa juste mesure et je pense que ces infrastructures vont venir. C'est juste la dernière question, je l'avais oublié. Que pensez-vous de la polémique de professeur Ismaïla Madior Fall avec l'IFAN, tout ce qui se passe? Mais bon, moi je pense que je n'ai pas tellement compris parce que moi je sais que l'université a des règles de fonctionnement. Par exemple, si tu veux venir dans un département, évidemment c'est l'assemblée de département et l'assemblée de faculté qui doivent se réunir et donner un avis. Bon, cela dit, je pense qu'un enseignant du supérieur, n'importe quel enseignant du supérieur, nous, on a eu des éléments, par exemple, qui ont quitté le département de mathématiques pour se retrouver à l'ESP, l'École supérieure polytechnique. Il n'y a pas de problème. Il y a une flexibilité. Mais on a eu, je te dis, 1 ou 2 collègues qui étaient là, qui ont servi ici jusqu'à être maître assistant et qui se sont retrouvés à l'École supérieure polytechnique. Et certainement qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs. Donc, je pense que les échanges entre établissements, c'est quelque chose qui est permis. Tout ce qu'il y a, c'est que ça doit passer. Il y a une procédure, il doit y avoir des formes. Bon. Il y a l'appel à candidature qui est lancé, les personnes intéressées candidates, voilà. Bon, il y a des commissions qui sont mises à place, les dossiers sont étudiés, l'assemblée de département, les commissions de recrutement fonctionnent, l'assemblée de département donne son avis, l'assemblée de faculté, et puis ça passe au niveau du rectorat pour entrer. C'est une procédure. S'il y a une procédure qui est respectée, vraiment, je ne vois pas de problème. Et je pense qu'il n'y a aucun texte de l'université qui l'interdit. Il y a juste à y mettre la forme. Ce qui est interdit, c'est de tordre le cou, évidemment, aux procédures d'accès des établissements à l'université. Moi, la seule procédure que je connais, c'est la procédure qui consiste à, voilà, il y a un appel à candidature qui est lancé, les personnes intéressées candidatent, ça passe par les commissions de recrutement, ça va dans les assemblées de département qui sont concernées, ça monte à l'assemblée de faculté, et ça arrive au rectorat pour que les arrêtés soient pris. C'est ça la procédure. Si c'est une procédure qui est respectée, moi je pense qu'il y a aucun. Professeur Hamidou Dat, merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Le débat a été passionnant. Chers amis internautes, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel entretien avec une autre personnalité, une autre sommité de notre vie politique. Donc merci, et il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Merci et à la prochaine.